Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de notre sixième semaine de STT 489. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo-ci, on commence une nouvelle section, la section 2.9 qui s'intitule Récurrence nulle et récurrence positive. Donc ces deux termes-là sont en fait exactement la définition avec laquelle on va commencer les vidéos. Donc ici on considère une chaîne de Markov qui est homogène et on considère aussi un état I qui est récurrent. Donc on se rappelle, un état qui est récurrent, c'est un état dont on est sûr qu'on va retourner visiter. Enfin, on considère aussi une autre variable aléatoire, donc on considère la variable aléatoire TI. Donc TI, qu'on se rappelle, c'est le temps minimum de retour à l'état I lorsque notre point de départ, c'est l'état I. Donc ici, cette variable-là, c'est le temps minimum de retour. Et donc, on a deux définitions possibles. Donc, on dit que si l'espérance de TI, donc de cette variable aléatoire-là, est finie, alors on va dire que l'état I est récurrent positif. Si par contre, l'espérance n'est pas finie, alors on va dire que l'état I est récurrent nul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si l'espérance de TI est plus petite que l'infini, ça veut dire qu'en moyenne, on va visiter l'état I en un nombre fini de temps ou de coût. Ça dépend comment vous voyez les choses. Si par contre, on a donc l'espérance de TI qui est égale à l'infini, ça veut dire que bien qu'on est sûr, donc bien que l'on sait que l'on va revisiter l'état I, le temps requis pour y retourner sera infiniment long. Donc c'est un peu pour ça qu'on dit récurrent positif, récurrent nul. Donc récurrent nul dans le sens que on sait qu'on va y retourner, mais en moyenne, ça va prendre tellement de temps que c'est possible qu'on ne voit jamais, dans le fond, le retour. Et récurrent positif, on sait qu'on va retourner à l'état. Et on est positif, donc on est convaincu qu'on va y retourner en moyenne dans un nombre fini de temps. Donc, petite remarque sur cette définition-là. Donc, on a déjà démontré dans le cours que les états de la promenade symétrique sur Z sont récurrents nuls. Donc, si vous voulez, vous pouvez retourner voir dans les démos. Là, on a une preuve de ça, là, que l'espérance de TI est égale à l'infini. Quelque chose d'intéressant, donc on peut montrer que la propriété de récurrence positive ou encore la propriété de récurrence nulle, c'est encore une fois une propriété de classe. Et enfin, quelque chose d'assez important, là, donc on dit que si la cardinalité de E est finie et si la chaîne est irréductible, alors directement tous les états sont récurrents. Et on peut également montrer donc que l'espérance de TI est plus petite que l'infini pour tout I. Conclusion, tous nos états sont récurrents positifs. Donc ça ici, on n'a pas vraiment besoin de preuves. Donc dès qu'on a une chaîne qui est irréductible avec un nombre d'états fini, on sait que tous nos états vont être récurrents positifs. Enfin, une autre petite définition. Donc on va dire qu'une chaîne de Markov est ergodique si tous les états de cette chaîne de Markov-là sont apériodiques et qui sont aussi récurrents positifs. Donc on va prendre le temps de regarder un petit exemple. Donc ici on a l'exemple 2.61. En fait, c'est juste un petit retour sur l'exemple 2.31. Là, on a déjà vu cette matrice des probabilités de transition là. Et donc c'est pour ça là, que vous voyez là, dans le coin ici, j'ai un petit rappel. On avait étudié ça là, donc pour différentes valeurs de epsilon, où epsilon est entre 0 et 0.5.
Et ici, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est une chaîne de Markov qui est ergodique, la chaîne de Markov qui est associée à cette matrice des probabilités de transition-là. Donc pour ça, j'ai réinclus nos petits graphiques là, de communication. Donc dans les deux cas, epsilon 0 puis epsilon différent de 0. Donc on va répondre à la question en deux temps. Donc ici, cas où epsilon est égal à 0. Donc, est-ce que c'est une chaîne de Markov qui est ergodique? Non. Pourquoi? Car il existe plus d'une classe d'équivalence. Et donc, on peut donner ces classes d'équivalence-là. Donc, on a 0 qui est tout seul, on a 1 qui est tout seul aussi, et on a 2 qui communique avec 3. Et donc, on avait déjà montré, on va pas le refaire, mais on avait déjà montré que les états 0 et 1 étaient transients. Et donc, nécessairement, s'ils sont transients, ils ne sont pas récurrents positifs. Donc, ça ne peut pas être une chaîne de Markov qui est ergodique, étant donné qu'on a des états qui ne sont pas récurrents positifs. Deuxième cas, c'est le cas où donc epsilon appartient à 0, 0.5. Et donc, ici, comment est-ce qu'on peut analyser ça? Donc, on a que la cardinalité de E, c'est plus petit que l'infini. On a seulement 4 états. Et on sait donc, par exemple, que D0 est égal à 1, parce que la probabilité de passer de 0 en 0, c'est un quart. Donc, on a directement que l'état 0 est apériodique. Et si on regarde le graphique ici, il y a une seule classe d'équivalence. Et donc, notre conclusion, c'est que oui, la chaîne est ergodique. Donc, pourquoi? Parce qu'on sait que si on a une seule classe d'équivalence, tous nos états ont la même période. On a que D0 est égal à 1. Donc, si D0 est égal à 1, ça veut dire que qu'il est apériodique. Donc, tous les états sont apériodiques. Et finalement, puisqu'on a que le nombre d'états est fini, par la petite remarque, là, on sait que comme la chaîne est irréductible et que le nombre d'états est fini, tous les états sont récurrents positifs et donc notre chaîne est bel et bien ergodique. Et donc ici, on présente un théorème là, pour terminer la vidéo. Théorème qui est donné dans le cours directement, on n'a pas de preuves reliées à tout ça. Donc, on suppose qu'on a une chaîne de Markov qui est irréductible et qui est ergodique. Alors, on définit un peu la limite, donc la limite de la probabilité de passer de I à J en n étapes quand n est poussé très, très loin. Donc, cette limite-là, elle existe pour toutes les valeurs de J, et c'est une valeur qui ne dépend pas de I. Donc, on le donne comme ça, il n'y a pas de preuve associée à tout ça. Par contre, on va un petit peu analyser ce théorème-là. Donc, si on dit que cette limite-là existe pour tout J et qu'elle ne dépend pas de I, on serait avantagé quand même de noter ça juste par un indice, non pas par deux indices. Donc, on va noter πj comme étant cette limite-là. Et en fait, en pratique, ce πj-là, il y a une interprétation assez logique. Donc, πj, ça correspond à la proportion du temps que la chaîne se retrouve à l'état J. Et donc, essentiellement, on peut réécrire ça, c'est la probabilité que xn soit égal à J pour n'importe quelle valeur de n. En fait, quand n est poussé très loin, parce que c'est pour la limite de n tend vers l'infini. Donc, si on regarde avec un point de départ, peu importe le point de départ qu'on a, parce que c'est indépendant de i, la probabilité qu'on soit à l'état J dans 10 000, 100 000, 1 million d'étapes, ça devrait correspondre à πj. Et quelque chose qui est intéressant aussi, donc les πj qu'on a trouvé là, ça correspond à l'unique distribution stationnaire de P. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Donc, πj,
nécessairement, ça va être la sommation des PI fois les PIJ. Donc ça ici, ça veut dire que c'est stationnaire. Donc essentiellement, on pourrait l'écrire de manière matricielle, c'est peut-être plus facile à voir. Là. Donc, distribution stationnaire, ça veut dire que pi est égal à pi p. Donc, c'est ça qu'on veut dire par l'unique distribution stationnaire. Donc, c'est l'unique vecteur qui fait en sorte que quand on multiplie le vecteur par p, on demeure avec ce même vecteur-là. Et donc, évidemment, on a que la sommation des pj doit être égale à 1 pour que ce soit un vecteur de probabilité, sinon c'est pas intéressant. Et donc, on va montrer là, que pj, ça peut être obtenu comme étant un ratio ici. Donc, le ratio n'est pas défini, là, mais vous allez voir là, dans les prochaines vidéos comment on va faire avec ça. Là, mais essentiellement, l'idée ici, c'est que la proportion du temps passé à l'état J, ça correspond donc au temps qu'on passe à l'état J sur le temps qu'on passe dans tous les états. Donc ce ratio-là. Et ça ici, donc évidemment, ça va être valable seulement si la sommation donc des xj est plus petite que l'infini. Parce que si jamais la sommation des xj est égale à l'infini, ben notre proportion ici va être égale à 0 pour toute valeur de j, et on ne pourra pas avoir que la sommation des pj est égale à 1. Donc ça ici, c'est un peu technique, là, puis c'est pas clair pourquoi que c'est une équivalence, là, mais vous allez voir au travers des exemples qui vont s'en venir dans le prochain vidéo, vous allez comprendre pourquoi que je l'ai mentionné ici dans le théorème.